Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Pluton a été réalisée le 25 février 2021. Et en parlant de satellites qui donnent la vie, il existe aussi des satellites qui donnent la mort. Pourquoi Pluton est-il cessé d'être appelé planète et est-il même considéré davantage comme un satellite que comme un monde à part entière? Voyons d'abord ce que signifie un satellite. Le mot satellite vient de l'étrusque et a été repris par le latin, qui le prononce sateles, satellitis, pour désigner les courtisans ou les gardes d'un roi ou d'un prince. C'était le nom donné aux escortes d'une personne importante qui accompagnait en permanence cette personne principale à la cour royale. Cela a été transposé à la description stellaire lorsque les mondes étaient considérés comme des dieux. Ainsi, les roches qui les accompagnent et les entourent en permanence étaient considérées comme leurs gardiens ou leurs escortes, c'est-à-dire des satellites. Ah, je comprends mieux maintenant, car nous appelons généralement satellites uniquement les machines fabriquées par l'homme, qui volent autour de la planète. Mais nous ne reconnaissons généralement pas que la Lune est un satellite, et que ce que les autres planètes possèdent, ce sont des satellites, pas des lunes. Comme nous l'avons dit hier, notre satellite terrestre s'appelle la Lune. Mars possède 2 satellites, Phobos et Deimos. Jupiter possède environ 79 satellites, dont les plus importants sont Europe, Io, Ganymède et Callisto. Bien que Saturne les surpasse tous avec un total de 82 satellites en moyenne, les plus importants et les plus remarquables sont Titan, Encelade, Mimas, Thétis, Dionée, Japet et Rhea. 82? Eh bien, c'est une très grande planète, sans compter les millions de roches qui forment ces célèbres anneaux. Plus loin, Uranus en compte environ 27, dont les plus importants sont Ombriel, Titania, Oberon, Ariel et Mironda. Neptune en possède 14, dont Triton et Thalassa sont les plus remarquables. Et Pluton, enfin, en a 5, dont 4 ne sont que des rochers et un est particulièrement remarquable. Charon. Charon est environ 3 fois plus petit que Pluton, mais il reste néanmoins le plus grand satellite par rapport à la planète qui l'orbite. Enfin, si on peut les appeler planètes et satellites. Pourquoi? Parce que Pluton a une orbite assez étrange et particulière. Pour qu'une planète soit considérée comme telle, elle doit avoir une orbite fixe autour de l'étoile qu'elle tourne, ce qui n'est pas le cas de Pluton. Son orbite elliptique est si allongée qu'elle croise l'orbite de Neptune, ce qui fait qu'à certaines périodes de l'année, elle est la 8e planète du système solaire, et parfois la 9e, laissant à Neptune la place de dernière planète du système solaire, la 9e, et reprenant sa place numéro 8 le reste de l'année. Neptune ne bouge pas de son orbite, mais Pluton oui. Et ce n'est pas tout. Elle possède également une orbite courte autour d'un point invisible, comme si elle était le satellite d'un axe inexistant. Comment est-ce possible? C'est grâce à la force de Charon, ce satellite n'est qu'à 19 640 km de Pluton. Pour comprendre cela, imaginez que la Lune soit environ 4 fois plus grande et 19 fois plus proche, de sorte que vous puissiez la voir de la taille d'une balle de tennis dans le ciel. Assez grande en fait. La force gravitationnelle de la Lune pousserait la Terre avec une telle puissance qu'elle la ferait sortir de son orbite et l'entraînerait avec elle dans une sorte de danse où les 2 astres se déplaceraient selon un axe invisible entre eux. C'est ainsi que Charon et Pluton dansent. C'est pour cette raison qu'après la découverte de Pluton en 1930, celle-ci a été appelée planète
Mais quelques décennies plus tard, en raison de ces irrégularités, elle a été considérée comme un planétoïde, le plus grand d'un groupe d'astres isolés aux confins du système solaire, appelé Plutoïde, en son honneur. Tout comme Uranus, ce planétoïde tourne avec un axe incliné d'environ 120 degrés, contre seulement 23 degrés pour la Terre, ce qui place le nord de Pluton dans la zone équatoriale, effectuant une rotation complète en un peu plus de 6 jours terrestres. Ce doit être la planète la plus froide du système solaire. Eh bien, son éloignement du Soleil fait que la lumière l'affecte peu, avec une température moyenne d'environ moins 230 degrés Celsius. La lumière met environ 5 heures et demie pour atteindre Pluton depuis le Soleil. Et un humain mettrait un peu plus de 9 ans. Mais nous ne pourrions rien y faire, car non seulement c'est un monde gelé, mais il est aussi trop petit. À quel point est-elle petite? Assez petite plus que la Lune. Si vous étendez un planisphère de Pluton sur la Terre, il ne couvrirait que le territoire des États-Unis, et Charon s'étendrait sur tout le territoire de l'Alaska. Alors, elles ne peuvent pratiquement pas nous affecter. Eh bien, leur effet est assez subtil, mais tout de même impressionnant. Pluton est nommé ainsi en l'honneur du dieu romain des enfers, dont l'équivalent grec est Hadès, gardien des enfers. Il est également le gardien de tous les minéraux qui se cachent sous la terre, ce qui fait de lui l'être le plus riche du panthéon divin, d'où son nom Pluton, qui en grec Plutos signifie richesse, abondance. C'est pourquoi le gouvernement des riches s'appelle la plutocratie, n'est-ce pas? C'est exact. Pluton est le plus riche des riches, le gardien du monde minéral, le roi des enfers, le symbole de la mort, où tous les cadavres finissent à leur mort, sous la terre. Dans la tradition grecque, on croyait que lorsqu'une personne mourait, elle devait traverser le fleuve Acheron pour atteindre le monde des morts. Mais pour y parvenir, il devait être transporté sur l'autre rive par Charon, le passeur d'Hadès, qui demandait une pièce de monnaie pour rendre ce service. C'est pourquoi les Grecs et les Romains plaçaient une pièce sous la langue du défunt afin qu'il puisse le payer. S'il n'avait pas de pièce, Charon les retenait pendant un siècle avant de les laisser passer gratuitement. Tragique. Ainsi, Hadès et Charon, ou Pluton et Charon, ont toujours été associés et représentent les gardiens des enfers, les gardiens des morts. Et c'est là que cette planète ou ces planétoïdes binaires influencent notre subconscient, dans la mort. Comme nous l'avons déjà dit, plus la distance par rapport au Soleil est grande, plus l'influence d'un monde sur nos vies est subtile. Et en raison de la position de Pluton à la limite du système solaire, celle-ci représente la fin, qui croise parfois le subconscient de l'âme, le rêve éternel de Neptune. Cette fin est la crise, le changement soudain, la rupture, la fin de quelque chose qui nous maintient attachés à la vie, à la lumière du soleil. C'est ainsi que Pluton et Charon accueillent la mort comme un processus d'expansion vers l'espace sidéral, hors de l'attachement à la gravité solaire, vers l'univers lui-même. Représente-t-il donc la mort physique? Non, elle représente la mort subtile, la force des ombres les plus profondes qui poussent vers la grande transformation, vers la manière dont tu vis les changements. La présence de Pluton annonce la manière dont tu vivras les changements dans ta vie. Le détachement, la mort et la résurrection. Il n'y a aucun moyen d'échapper à sa force indéniable, car toute vie va vers le changement. Tout organisme tend à mourir. Pluton vous rappelle que les changements sont inévitables et nécessaires, car il n'y a pas de conception sans orgasme. Il n'y a pas de vie sans naissance, pas de croissance sans effort, pas d'apprentissage sans erreur, pas d'évolution sans crise, pas de mort sans vie. Pluton est la présence qui montre la beauté dans l'ombre, dans le cachet. Il est impossible de le voir dans le ciel comme les autres. Pluton est invisible à nos yeux terrestres. Il est caché dans l'obscurité et vous ne pouvez pas prévoir quand il fera son apparition dans votre vie. C'est l'inattendu. C'est pourquoi il est le roi des crises, de la maladie, au sens où il faut s'arrêter, revoir ce qui a été fait pour recommencer. Pluton
m'amène à revoir mes ombres pour pouvoir créer. Est-ce pour cela que nous parlons de ce monde dans le chakra sacré? Car le sacré est l'endroit où la dualité de ce système binaire de planétoïdes parle de polarité, d'équilibre dans la création de manifestations. Le chakra sacré contient les organes plutoniens et scorpioniens, où tout ce qui a été vu avec la lumière passe dans les ombres les plus profondes, où l'essence est absorbée. C'est là que se cachent les énergies les plus basses. C'est le monde souterrain du corps physique, c'est la mort de ce qui est entré en vous. C'est le centre qui fait que certains passent au ciel, vers l'organisme par le biais du sang, ou en enfer, pour être comprimés comme matière fécale dans le gros intestin. Et c'est cette même énergie de dissolution et de mort qui se traduit par la transformation, car c'est elle qui obtient quelque chose avec une forme, pour le dissoudre et en générer une nouvelle, avec une nouvelle utilité et un nouveau but, en lui faisant traverser la crise qui le transforme en quelque chose de supérieur et de transcendant. C'est ainsi que ce chakra, à son tour, est lié à la création, car la vie renaît des ténèbres. Ce qui meurt nourrit la vie, la transcende, créant un nouvel être dans l'utérus ou dans chaque cellule qui se nourrit de votre corps. La vie naît de la mort. C'est la réincarnation. Vous-même êtes mort et né plusieurs fois, et vous le savez, vous vous en souvenez. C'est l'énergie de Pluton qui vous rappelle qu'il est possible de revenir après son jugement, que c'est sa présence qui vous pousse à vous transformer en quelque chose de nouveau. Nous refusons tous Pluton. Même aujourd'hui, nous disons qu'elle n'est plus une planète, qu'elle n'a plus d'importance. Comme si le fait de la classer d'une manière ou d'une autre n'avait pas la présence qu'elle a de toute façon. Qu'il s'agisse d'une planète ou d'un satellite, d'un système binaire ou d'un simple rocher perdu orbitant de manière irrégulière autour du Soleil, sa position est la limite, nous rappelant que tout ce qui commence finit et que tout ce qui finit est la graine d'un nouveau commencement. Cela me rappelle donc que si je cherche vraiment à me transformer, je dois me permettre de mourir. C'est seulement ainsi que je pourrai renaître. Mais l'attachement au Soleil, à la lumière, nous maintient liés à ce qui nous fait du bien, à ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Accrochés à cette existence, sentant que les limites sont une protection, faisant d'une prison un foyer, et pourtant attachés, liés, nous continuons à réclamer à grands cris un changement que seule la force de Pluton peut apporter, qui n'avertira pas de son arrivée et détruira ce que vous êtes pour vous permettre d'être vraiment vous-même. Pour se renouveler, il faut lâcher prise sur l'ancien. Pour renaître, il faut se laisser mourir. Et si je le fais, de l'autre côté, je trouverai les richesses qui se cachaient sous mes ombres. Es-tu prêt à mourir? Oui, je suis prêt à naître.